Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Bonjour, nous retrouvons comme chaque semaine Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes et spécialiste de la traite négrière, et Jean Breteau, spécialiste de Nantes et de la traite négrière. Bonjour à vous, merci de participer à cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire assez méconnue de Nantes, la traite illégale, puisqu'entre 1815 et 1830, Nantes continue d'armer des navires à destination des côtes africaines et des Antilles et de déporter des captifs africains. Alors, sous la Révolution, la Convention montagnarde a aboli la traite négrière et l'esclavage, donc en 1794. Elle est rétablie en 1802 par Napoléon Bonaparte. Quand est-ce que la traite négrière est de nouveau interdite ? Elle sera interdite à la demande des Anglais lors des traités de Vienne qui interdiront la traite négrière donc à toutes les puissances et l'Angleterre s'arrangera d'ailleurs pour devenir un peu le gendarme des mers. C'était en quelle année ? 1815. En 1815, d'accord. Alors avant de poursuivre sur ce sujet, Bernard Michon, vous allez nous lire un extrait de Tamango, une nouvelle publiée en 1829 dont l'auteur est Prosper Mérimée. Donc cet extrait a été pris dans un ouvrage de Jean Breteau et Marcel Lancelin intitulé « Des chaînes à la liberté », qui est une anthologie des textes sur les traites négrières et l'esclavage, publiée aux éditions Apogée. Le capitaine Ledoux était un bon marin. Comme il était connu pour un homme de résolution et d'expérience, on lui confia facilement un navire. Quand la traite des nègres fut défendue, et que pour s'y livrer il fallut non seulement tromper la vigilance des douaniers français, ce qui n'était pas très difficile, mais encore, et c'était le plus hasardeux, échappé aux croiseurs anglais, le capitaine Ledoux devint un homme précieux pour les trafiquants de bois d'ébène. Ce qui lui fit le plus d'honneur, parmi les marchands d'esclaves, ce fut la construction qu'il dirigea lui-même d'un brick destiné à la traite, fin voilier, étroit, long comme un bâtiment de guerre, et cependant capable de contenir un très grand nombre de noirs. Il le nomma l'Espérance. L'Espérance partit de Nantes un vendredi, comme le remarquèrent depuis les gens superstitieux. Les inspecteurs qui visitèrent scrupuleusement le brick ne découvrirent pas 6 grandes caisses remplies de chaînes, de menottes et de ces fers que l'on nomme, je ne sais pourquoi, barres de justice. Ils ne furent point étonnés non plus de l'énorme provision d'eau que devait porter l'Espérance qui, d'après ses papiers, n'allait qu'au Sénégal pour y faire le commerce de bois et d'ivoire. La traversée n'est pas longue, il est vrai, mais enfin, le trop de précaution ne peut nuire. Si l'on était surpris par un calme, que deviendrait-on sans eau ? Merci pour ce texte, Bernard Michon. Ce texte aborde la traite illégale, on le voit. Je reviens sur ce sujet à Nantes. Pourquoi à Nantes, pendant 30 ans, la ville a continué d'exercer cette traite ? Est-ce que dans d'autres ports également, cette activité a continué ? C'est à Nantes qu'elle a été en tout cas la plus florissante. Tout le monde, peu ou prou, s'en est mêlé avec ses capitaux et son travail. Et bien plus que tous les autres ports négriers traditionnels, disons. Et c'est de cette époque-là que date la réputation de Nantes, ville négrière. Et c'est à ces souvenirs que sont attachés la honte sur l'histoire de la ville. Mérimée explique très très bien les changements dans la construction, l'aveuglement parfois intéressé des contrôleurs. On contrôlait les bateaux non seulement à Nantes, mais aussi en rade de pain-bœuf. Et certains bateaux ont quand même été confisqués à ce moment-là. Mais ça a été quand même une activité florissante jusqu'à ce que la France se décide réellement à participer à la répression maritime dans le golfe de Guinée. Donc au début, la France était un peu réticente de cette interdiction. Pas officiellement, mais dans les mentalités, tout à fait. Oui. Tout à fait. Le grand argument nantais, c'était que c'était un coup des Anglais. Et quoi que fassent les abolitionnistes pour faire respecter l'abolition, à chaque fois on dénonçait le pouvoir des Anglais, l'hypocrisie des Anglais derrière cela. On a de nombreux textes datés de cette période qui montrent des Nantais particulièrement hostiles à l'abolition de la traite. On ne parle pas encore d'abolition de l'esclavage. On a il faut bien distinguer cette abolition de la traite d'abord, puis de l'esclavage qui intervient en 1848. Et pour les Nantais, on a de nombreux mémoires qui indiquent que des milliers de personnes vivent de ces activités et qu'on ne peut absolument pas les rendre illégales.
Oui, c'était tellement lucratif que de toute façon, il fallait continuer ça. Alors, le sujet a été évoqué, notamment par Serge Daget. Dans la mesure où c'est illégal, c'est très difficile, évidemment, de trouver des documents qui en attestent. Mais au hasard des recherches, on peut voir que, par exemple, le président du tribunal de commerce de Nantes était lui-même un armateur illégal. Comme il était amené à juger des capitaines de navires et tout, on peut douter de l'intégrité de ses jugements. Tout à fait. Alors, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais comment on fait pour faire partir un bateau sans éveiller le soupçon ? Parce qu'on l'a vu, il y a quand même tout un système de... on va pas vous donner tous les trucs, mais il y a tout un système de double cloison, de seaux aussi, etc., pour cacher les réserves d'eau. Mérimée en parle très très bien. Mais on peut voir dès la construction les intentions du navire. Mérimée le dit bien, ce sont des navires qui sont beaucoup plus bas sur l'eau que les navires de commerce traditionnels. Ils supportent une très grosse voilure. Une des conséquences de tout cela, c'est que les conditions de transport, déjà odieuses, imposées aux captifs, vont devenir encore plus cruelles. Avec parfois, en apogée, le fait que lorsqu'on est sur le point d'être saisi par un navire anglais, on attache tous les captifs à une chaîne d'ancre et on les jette à la mer pour qu'il n'y ait pas de traces. C'est pas du tout... du cinéma gore, hein, c'est attesté par les traces juridiques aux Antilles, quelques procès qui ont eu lieu. Et Schœlcher les a d'ailleurs consultés. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Jean Breteau. Vous nous parliez, Jean Breteau, de la condition de transport des captifs africains vers les colonies. Alors comment la traite, on l'a vu, c'est une abolition progressive, mais comment le système a durci son interdiction et ses contrôles ? Après donc la Restauration, la monarchie de Juillet a eu des ministres de la Marine qui ont enfin pris à cœur d'abord une coopération avec l'Angleterre, qui était tabou avant, et une politique de répression de la traite illégale. Ça a dû jouer un certain rôle dans la disparition de la traite, une répression accrue, avec des pertes accrues, parce que là, évidemment, les cargaisons n'étaient plus assurées, puisque c'était illégal. On peut espérer aussi un certain changement dans les mentalités. Et puis, montant un peu en puissance, le manque
on a moins besoin d'une main-d'œuvre servile et le sucre de betterave commence à concurrencer sérieusement le sucre de canne. Tout cela forme un faisceau de causes très diverses qui expliquent la décadence de la traite, mais la traite illégale disparaît réellement et totalement avec la suppression de l'esclavage, cette fois en 1848. Et on peut peut-être préciser aussi qu'à Saint-Domingue, l'abolition a eu lieu plus tôt, elle n'a pas été rétablie. Ça a aussi dû jouer. Oui, tout à fait. Saint-Domingue était un consommateur effréné d'esclaves. Il y en avait plus de 500 000. Et le fait que ce soit devenu une république noire indépendante a fait perdre un marché gigantesque. Mais les États-Unis ont pris le relais aussi. Nous verrons d'ailleurs dans une prochaine émission comment le système des engagés, nous verrons cela avec Virginie Chailloux-Atrousse, comment le système des engagés a pu un temps se substituer après l'abolition de l'esclavage. Alors quelles étaient les sanctions à l'égard des armateurs, des capitaines? Qui était responsable? Évidemment, les capitaines sont privés du droit de naviguer. Dans certains cas, quand on est sûr que c'est eux, pour un certain temps ou définitivement. Pour les armateurs, c'est une perte financière puisque les bateaux sont confisqués. Et les esclaves sont libérés ou revendus, en fait. Oui, c'est très, très compliqué. Et la justice a joué un rôle assez ténébreux dans ces règlements d'interdiction. Très bien, merci pour cette conclusion. Alors la prochaine fois, nous restons à Nantes et nous faisons un bond en avant, puisque nous allons parler des traces de ce passé négrier qui demeure visible aujourd'hui, ainsi que du traitement de la mémoire de cette époque. Merci de suivre cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.